vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir le mal, et plus précisément à réfléchir l'origine du mal. Alors, pour éclairer l'origine du mal, il convient de se donner une méthode. Et il me semble que si on regarde du côté de la médecine, on peut avoir une indication de la marche à suivre. Le médecin qui s'interroge sur l'origine de la maladie. Celui-là suit une procédure qui lui permet de poser un diagnostic. Mais il ne peut poser le bon diagnostic que sur la base d'une connaissance préalable de ce que c'est qu'un corps sain. On pensera ici à l'approche d'un Vézal qui, dans la perspective de l'anatomie que nous connaissons aujourd'hui, le grand anatomiste de la Renaissance, cherche à décrire ce en quoi consiste, en quelque sorte, le corps humain lorsqu'il est sain. Donc l'anatomiste dit ce qu'est un corps sain, le médecin pose le diagnostic qui permet d'envisager l'origine du mal qui affecte ce corps. Et ensuite, le diagnostic étant posé, la thérapeutique doit être envisagée comme modalité de traitement permettant de guérir le patient ou à tout le moins de le soigner lorsque le traitement lui-même est problématique. Viendra alors le temps du pronostic qui consiste à envisager les chances de succès de la thérapeutique. Mais ce qui nous intéresse là, ce sont les deux premiers moments. Le moment où on met au jour le caractère sain d'un corps et le moment où, posant le diagnostic, on émet l'hypothèse permettant d'expliquer l'origine de la maladie dont souffre le corps. Alors si on transpose cette méthode dans le domaine d'une réflexion sur l'origine du mal, on voit ici qu'il faut d'abord commencer par envisager ce que serait l'homme ignorant le mal. Si j'arrive à concevoir ce qu'est un homme qui n'est pas affecté par le mal, alors je peux peut-être éclairer l'origine du mal. C'est la voie entreprise par Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité, et plus précisément dans la première partie où il s'attache à l'état de nature. L'état de nature, c'est ce que l'homme aurait été s'il n'avait pas été modifié par la société. Donc il s'agit pour Rousseau de penser l'homme à partir de l'homme lui-même. Cherchant l'origine du mal, en l'occurrence ici cherchant l'origine de l'inégalité, il porte d'abord ses regards sur la nature humaine. Alors, cette approche-là, d'emblée, constitue une thèse qui touche à la question qui nous intéresse. Parce que soutenir que pour penser l'origine du mal, il faut penser l'homme, c'est déjà soutenir que pour penser l'origine du mal, il ne convient pas d'adopter un point de vue extérieur à l'homme, et plus précisément, c'est dire qu'il ne convient pas d'adopter le point de vue de Dieu. Donc, dès le début du discours sur l'inégalité, Rousseau nous propose une thèse concernant l'origine du mal. L'origine du mal n'est pas à chercher du côté d'un rapport de l'homme à Dieu. On pensera ici à une mise à l'écart d'une conception de l'origine du mal comme relevant d'une faute originelle, telle qu'on peut la penser dans une perspective monothéiste, telle qu'on peut en trouver l'expression dans les textes bibliques, dans les textes qui, du point de vue religieux, sont des textes qui révèlent quelque chose qui touche à l'au-delà. Donc, l'origine du mal, telle que nous allons tenter de la penser en suivant la démarche de Rousseau, cette origine du mal, nous n'allons pas la chercher en adoptant le point de vue de Dieu. Alors, adoptons maintenant un point de vue de l'homme qui réfléchit l'homme et qui essaye de voir ce qu'est la nature humaine. Nous faisons ici dans le domaine philosophique quelque chose qui est l'analogue de ce que fait le médecin lorsqu'il se tourne du côté de l'anatomie. Alors là, c'est une sorte d'anatomie de l'âme humaine. En quelque sorte, on essaie de voir ce que l'homme est au départ lorsqu'il est en quelque sorte sorti des mains de la nature. Alors, là, Rousseau nous dit que pour éclairer la nature de l'homme, il faut opérer une série de soustractions. C'est-à-dire que, et c'est logique, il faut, pour penser la nature de l'homme, soustraire de la définition de l'homme tout ce qui relève en lui de la culture. C'est logique. Si je constate que l'homme parle et si j'en déduis que l'homme se définit par la parole, là, je produis une réflexion sur l'homme qui repose sur un défaut de méthode. Je constate que l'homme parle, certes, mais il parle parce qu'il a appris à parler, enfin en tout cas il parle parce qu'il a découvert les mots qui sont des conventions, qui eux-mêmes s'inscrivent dans la vie sociale. Sans le mot, il ne pourrait pas dialoguer avec lui-même, il ne pourrait pas penser, il ne pourrait pas parler, il ne pourrait pas produire une expression de sa subjectivité, ou même il ne pourrait pas faire en sorte que sa pensée s'incarne, entre dans le monde, puisque penser, c'est toujours penser dans le mot.
Pensons pas à l'aide simplement des mots, c'est dans le mot que nous pensons, dira plus tard Hegel. Et Rousseau le réfléchit déjà, ça. Donc, je constate que l'homme parle, je ne peux pas en déduire que l'homme est par nature un être qui parle. Je peux en déduire que la parole est une émanation de la vie sociale. En revanche, le fait que l'homme parle me permet de me dire que par nature, l'homme est susceptible de parler, capable de parler. Il est capable de s'élever à la parole, capable de s'élever à la pensée, au dialogue de l'âme avec elle-même et à la parole, comme incarnation de sa pensée, qui, d'une certaine manière, surgit dans le monde. L'homme est un être de raison, oui, mais enfin, la raison, ça se cultive. La raison comme faculté que nous avons d'ordonner nos idées, ou la raison comme faculté, dirait Kant, de nous élever aux idées, qui elles-mêmes nous permettent de mettre de l'ordre dans nos représentations. La raison est une faculté qui se cultive. Le nourrisson qui vient au monde ne possède pas la raison en acte. Mais je constate que l'homme est un être de raison, et je peux en déduire que par nature, l'homme est susceptible de s'élever à la raison, bon, etc. Donc, si j'opère une série de soustractions comme ça, et que je ne retiens pour définir l'homme que ce qui résiste à cette soustraction, alors j'obtiens comme définition de l'homme la définition de l'homme comme un être perfectible, ou seulement perfectible. L'homme n'est pas un être qui par nature parle, pense, raisonne, etc., mais c'est un être qui par nature est capable de parler, penser, raisonner. Donc l'homme est un être susceptible de s'élever à tout ça. Ce qui définit l'homme, pour employer le terme proposé par Rousseau lui-même, c'est la perfectibilité. L'homme est un être perfectible. Donc, si je raisonne comme ça, l'homme, au départ, n'est qu'une virtualité. Il est en puissance. Et il actualise ses potentialités dans la société. Il n'est qu'une virtualité. Donc, il n'est pas, dès le départ, emprisonné dans une tâche, un rôle. Nul ne naît pour être maître ou pour être esclave. On devient maître, on devient esclave. On devient ce que l'on est à l'occasion de l'existence sociale. En d'autres termes, il n'existe pas de hiérarchie naturelle entre les êtres humains. Personne ne naît pour gouverner ou pour être gouverné. Il n'y a pas de hiérarchie naturelle entre les êtres humains. Alors là, on obtient une deuxième thèse. Tout à l'heure, nous disions, le simple fait de chercher l'origine du mal en l'homme, c'est déjà une manière de soutenir que la question de l'origine du mal ne s'éclaire pas en adoptant le point de vue de Dieu. Bon, à présent, ayant mis au jour des traits caractéristiques de la nature humaine, nous soutenons qu'il n'y a pas de hiérarchie naturelle, ce qui est une manière de soutenir que l'origine du mal ne réside donc pas dans le non-respect d'un quelconque ordre hiérarchique naturel, puisqu'il n'y a pas d'ordre hiérarchique naturel. Si je raisonne à la manière de Platon dans La République, et si j'affirme, et là je le cite, que la nature n'a pas fait chacun de nous semblable à chacun, mais différent d'aptitude et propre à telle ou telle fonction. Bon, si je pars d'une telle approche de l'homme, alors je soutiens que certains sont faits pour ceci et que d'autres sont faits pour cela, et que le mal naît du non-respect de la destination naturelle de chacun. Dans le domaine politique, par exemple, le tyran serait celui qui n'a pas respecté l'ordre hiérarchique naturel, raison pour laquelle, précisément, il est tyrannique. Le tyran est celui qui a l'âme d'un esclave et qui occupe la place du maître. Et il se comporte comme celui qui n'est pas à sa place naturelle, il entre en désaccord avec sa nature, il entre en désaccord avec la nature, et il provoque le conflit avec les autres. Cet homme, pour cette raison-là, c'est une manière de lire la fameuse proposition de Platon, est le plus malheureux des hommes. Mais il est le plus malheureux des hommes parce que le mal qu'il produit a pour origine le non-respect de sa nature et de l'ordre hiérarchique naturel. Donc, si on raisonne à la manière de Rousseau, c'est pas du tout dans cette direction que l'on va s'engager. Si par nature les hommes se définissent par la liberté, par conséquent, s'il n'y a pas de hiérarchie naturelle, le mal ne naît pas d'un non-respect d'un quelconque ordre hiérarchique naturel. Bon. Donc là, nous voyons d'où ne vient pas le mal. Il ne faut pas le penser en adoptant le point de vue de Dieu, il ne vient pas d'une faute originelle quelconque, et il ne faut pas non plus aller le chercher du côté du non-respect d'un ordonnancement hiérarchique de la nature. Alors, l'origine du mal, il faut aller la chercher du côté de l'homme, là maintenant. Et Rousseau met au jour cette origine au début de la deuxième partie du discours sur l'inégalité, lorsqu'il envisage le passage de la nature à la culture, donc d'un état de nature hypothétique à ce que nous connaissons. Et il décrit à cette occasion des hommes et des femmes découvrant la vie sociale et avec la vie sociale, l'actualisation déjà de leur potentialité,
commence à parler, à penser, à raisonner, l'imagination devient réalité effective, parce qu'elle est accompagnée de conscience, etc. Et donc les premiers élans du cœur surgissent, ils découvrent ce que la vie sociale rend possible, et dans une certaine mesure, il y a là un âge heureux, âge hypothétique, puisque l'état de nature n'est qu'une hypothèse de travail. C'est ce que l'homme aurait été s'il n'avait pas été modifié par la culture. Mais cet état de nature est clair, ma nature présente, celle qui est recouverte en quelque sorte, étouffée, parce que la société a ajouté. Donc, dans cette société naissante, il y a comme un âge heureux hypothétique. Âge heureux puisque l'actualisation des potentialités est synonyme aussi d'un plaisir qui est comme une grâce, qui peut s'ajouter à cette actualisation. Aristote disait ça. Le plaisir, c'est ce qui s'ajoute à l'actualisation d'une potentialité. Si je contemple une toile de maître, je peux éprouver du plaisir. Le plaisir n'est pas dans la sensation elle-même que je tire de ma contemplation, le plaisir se surajoute. Et oui, parce que c'est pas parce que je contemple une toile de maître que je vais éprouver mécaniquement un plaisir. Enfin, si je ne contemple pas cette toile, je n'éprouverai pas de plaisir esthétique. Voilà. Donc, le plaisir s'ajoute à l'actualisation d'une potentialité, et ces hommes et ces femmes que nous envisageons dans un état hypothétique de société naissante connaissent une actualisation synonyme d'un plaisir toujours possible. Donc c'est une sorte d'âge heureux hypothétique que nous envisageons là, mais le ver est dans le fruit. Voilà. Le ver est dans le fruit, puisque Rousseau décrit dans cette société naissante des hommes et des femmes qui chantent et dansent autour d'un feu. Le chant et la danse, nous dit-il, vrais enfants de l'amour et du loisir, sont encore synonymes de moments joyeux ou plaisants. Mais aucune société ne fera jamais en sorte que chacun chante et danse également bien. Voilà. D'une certaine manière, l'affaire est réglée. Placé sous le regard de l'autre, chacun éprouve des différences. Il y a ceux qui chantent mieux, qui dansent mieux, et puis il y a ceux qui attirent les regards, ceux qui sont dans la lumière, mis en valeur, et puis d'autres qui restent dans l'ombre. Les premiers vont pouvoir éprouver un sentiment d'orgueil, les seconds éprouver une passion comme la jalousie. Ici, ce qui est décrit par Rousseau de manière absolument magistrale, c'est magnifique ce que Rousseau nous décrit, c'est magnifique, c'est terrifiant en même temps, c'est une catastrophe qu'il est en train de décrire, mais il le décrit de manière absolument magnifique. Ce qu'il décrit, c'est une division du moi. Dans l'état de nature hypothétique que nous envisageons à l'instant, il y avait ce que je suis, c'est tout. À présent, il y a ce que je suis et ce que je parais au regard de l'autre, et dans la vie sociale, chacun le sait, le paraître l'emporte. Pascal disait, la raison a beau crier, c'est l'imagination qui met le prix aux choses. Un médecin, je ne le perçois comme un bon médecin que s'il a l'air d'être un médecin, il faut au moins qu'il en ait l'air. Ou le juge, pour prendre l'exemple de Pascal, si le juge n'a pas l'air d'un juge, s'il n'a pas l'air respectable, il va très difficilement susciter le respect. Donc dans la société, c'est le paraître, évidemment, qui va l'emporter, et ce paraître qui va l'emporter est synonyme de développement dans l'âme humaine de ces passions qui mordent cette âme, de morsures douloureuses. L'amour-propre voit le jour, se substituant à l'amour de soi, qui n'était que l'instinct de conservation. Ici, l'amour-propre, l'amour pour ce que j'ai en propre, l'orgueil, la jalousie, etc., domine les esprits, ce qui provoque une situation de concurrence généralisée, et donc de conflit. Voilà l'origine du mal. Voilà l'origine du mal. L'origine du mal, selon Rousseau, c'est une catastrophe originelle contingente. Le regard de l'autre, qui va diviser le moi d'avec lui-même. Catastrophe, puisque, évidemment, la situation crée un immense chamboulement. Originel, puisque là, on touche du doigt l'origine du mal. L'inégalité, c'est déjà le symptôme. C'est déjà... Les choses sont avancées déjà. L'origine du mal, c'est ce qui est antérieur à ça. Et là, en remontant plus haut, on voit bien d'où vient l'inégalité. Elle vient de la concurrence généralisée, dont certains vont sortir vainqueurs et d'autres vaincus. Il y aura les riches, les pauvres, les puissants, les faibles, les maîtres, les esclaves, etc. Et tout ça naît de cette concurrence généralisée qui elle-même naît de la division du moi, qui lui-même surgit à partir du regard de l'autre. Donc catastrophe originelle et contingente, parce que le regard de l'autre aurait pu ne pas avoir lieu. Enfin, aurait pu. Si ma nature, c'est la perfectibilité, le regard de l'autre n'est pas déductible de ma nature. Le regard de l'autre n'est pas une... Être placé sous le regard de l'autre, c'est pas une vocation, c'est une provocation externe. Un triangle a trois côtés. Il peut être rouge, il peut être bleu. Rouge-bleu, c'est accidentel. Les trois côtés, c'est essentiel. Je me définis par la perfectibilité, c'est ma nature. Le fait d'être ici ou là ou ailleurs, ça, c'est accidentel. Donc, le mal, ici, surgit à partir d'une catastrophe originelle contingente. Et c'est bien du mal dont on parle ici. Et c'est le mal dans toutes ces dimensions. Le mal a trois grandes dimensions. Le mal, c'est
c'est un mal métaphysique. Le mal a d'abord une dimension métaphysique. Le mal, c'est l'imperfection originelle de l'homme. Le fait pour l'homme d'être mortel, par exemple. Le mal, c'est également ce qui fait mal, la douleur, hein, la souffrance. Et le mal possède une dimension morale. Le mal, c'est la faute. Le fait de déroger au devoir, le fait de ne pas obéir à sa conscience, le fait de ne pas respecter ce que prescrit la loi morale. Donc le mal possède une dimension métaphysique, il possède une dimension douloureuse, au sens de la douleur physique ou morale qui est éprouvée dans une affection désagréable, éprouvante, et enfin, le mal, c'est la faute. Le mal possède une dimension morale. Or, placé sous le regard de l'autre, ces trois dimensions du mal s'actualisent. Bien sûr, si l'homme naturel avait existé, il serait déjà mortel. C'est vrai. Bon, donc en ce sens, l'imperfection métaphysique de l'homme est originelle. On peut penser à Leibniz, là, qui parle d'une imperfection originelle de la créature. L'homme n'est pas Dieu, donc par nature, en ce sens, il est imparfait, c'est vrai. Mais c'est bien avec la vie sociale que la perfectibilité devient progrès de l'esprit, que la conscience voit le jour, que la réflexion devient possible, et qu'alors l'homme prend conscience qu'il est mortel. Donc, le regard de l'autre est à l'origine de la conscience que l'on a de son imperfection métaphysique. Et en ce sens, elle touche à l'origine du mal. Il touche à l'origine du mal, ce regard. Et le regard de l'autre, en même temps, en faisant surgir la conscience, fait surgir la douleur consciente. Bien sûr, l'homme de la nature, s'il avait existé, aurait bien pu éprouver une douleur physique. Douleur morale, non. Déjà, il est à l'abri de ça, puisque comme être seulement perfectible, il ne connaîtrait pas les affres. Il n'aurait pas connu, dans notre hypothèse de travail, les affres des douleurs de l'esprit. Enfin, il aurait connu les douleurs du corps, mais des douleurs du corps sans conscience. Donc une douleur sans conscience, c'est pas tout à fait la douleur à laquelle s'ajoute la conscience, comme le remarque très justement Épicure. La douleur est une chose, mais les représentations troublées qui accompagnent la douleur ne font qu'accroître la douleur elle-même. Donc, avec le regard de l'autre, la conscience de sa finitude voit le jour, la douleur consciente d'elle-même voit le jour, et la faute morale, évidemment. Évidemment, puisque l'homme naturel n'aurait obéi, dans notre hypothèse, qu'à l'instinct de conservation ou à la pitié naturelle, comme répugnance, savoir périr ou souffrir, tout être sensible, et principalement ses semblables, mais il n'aurait, notre homme naturel, obéi finalement qu'à l'instinct. Donc il n'aurait pas été bon, c'est vrai, mais il n'aurait pas été mauvais. Il aurait été neutre, moralement. Alors que, placé sous le regard de l'autre, nous découvrons ces passions factices qui nous détournent d'accomplir l'action qui est prescrite par la loi morale. Les passions factices viennent étouffer les prescriptions de la conscience morale. Donc, l'origine du mal est bien à chercher de ce côté-là, du côté de ce que je vous proposais de penser à l'instant comme une catastrophe originelle contingente. Le regard de l'autre. On comprend alors pourquoi Rousseau, dans Émile, dit ceci, je le paraphrase là simplement, homme, ne cherche pas l'origine du mal en dehors de toi, puisque cette origine est en toi. Voilà, cherche pas ailleurs, tourne tes regards vers toi-même, et tu verras apparaître cette origine. Là, nous en sommes au temps du diagnostic. Lorsque nous éclairons l'état de nature, et par conséquent la nature humaine, nous procédons comme un anatomiste qui cherche à se représenter ce qu'est un corps sain. Là, nous nous représentons ce qu'est l'homme lorsqu'il ne connaît pas encore les modifications apportées par la société. Nous pensons à la fois du point de vue physique comme un être corporel et du point de vue métaphysique comme un être perfectible. Ensuite vient le temps du diagnostic, et nous venons poser le diagnostic. L'origine du mal, c'est la vie sociale, c'est le regard de l'autre. Sur cette base-là, alors, on va pouvoir, si on suit Rousseau dans sa démarche, envisager le temps de la thérapeutique à envisager. Et la thérapeutique, ce sera le contrat social. Comment guérir l'homme du mal dont il souffre. Et puis, enfin, il y aura un pronostic à envisager, mais le pronostic sera réservé, puisque Rousseau remarque que le mal est déjà là, il est bien là, et que plus les hommes connaissent les modifications apportées par la vie sociale, plus le mal les détermine à être ce qu'ils sont. Et bien souvent, remarque-t-il, dans le contrat social, les peuples finissent par ressembler à ces patients qui craignent plus le médecin que la maladie elle-même. Dans le domaine politique, les peuples peuvent craindre plus la solution politique, qui ne peut pas résider en dehors de la République, pour Rousseau. Ils peuvent craindre plus cette solution que le mal lui-même. Voilà, donc éclairer l'origine du mal, c'est s'interroger sur la nature de l'homme et c'est jeter les bases d'une réflexion morale, évidemment, mais également, c'est jeter les bases d'une réflexion politique qui nous dit que le mal étant ce qu'il est, étant d'origine sociale, on ne peut guérir le mal que par la société, autrement dit, on ne peut guérir le mal que par le mal. Voilà. Je vous dis à bientôt.
pour un nouvel objet de réflexion.